Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. RMA contre RMI, le débat a commencé à l'Assemblée sur le revenu minimum d'activité. C'est un changement de cap des politiques contre la pauvreté, des échanges très vifs. La gauche dénonce un travail au rabais. Revoici les grèves dans l'enseignement. Cette fois, ce sont les étudiants. Ils protestent contre les réformes en cours. Après Rennes et Paris 13, Nantes, Caen, Grenoble et Saint-Quentin rejoignent le mouvement. Ni doute, ni hésitation. En visite à Londres, George Bush défend l'usage de la force en Irak et ironise sur l'attitude de la France. Inquiétude par ailleurs à Buckingham. Un journaliste s'est joué de tous les systèmes de sécurité en se faisant embaucher comme domestique. La chute annoncée de Michael Jackson, un mandat d'arrêt a bien été lancé contre le chanteur suite à la plainte d'un garçon de 12 ans pour abus sexuels. Accusation délirante, répond l'avocat de la star. Les loupés des nouveaux radars automatiques, un couple de retraités qui n'a pas quitté la Bretagne depuis des années a reçu une amende pour un excès de vitesse commis en région parisienne. Enfin, faut-il encadrer les psys? Un amendement adopté récemment vise à lutter contre les abus et les imposteurs. Vif et moi dans la profession, c'est le dossier de cette édition. On commence donc avec le RMA. On connaissait le RMI, revenu minimum d'insertion. Et bien voici le revenu minimum d'activité. Le gouvernement souhaite limiter l'assistanat en incitant au retour au travail. Discussion fiévreuse, je vous le disais, à l'Assemblée. L'opposition, elle, dénonce la création de sous-emploi. Le détail d'abord, Séverine Lebrun. Est-ce qu'il y a un petit boulot aujourd'hui, une petite mission? Encourager le retour à l'emploi des bénéficiaires du RMI, c'est l'objectif de la création du revenu minimum d'activité, RMA. Un RMiste qui accepte en entreprise un contrat de travail de 20 heures au minimum continuera à percevoir le RMI, mais il touchera en plus un complément de salaire, le revenu minimum d'activité. Par exemple, pour 20 heures de travail, il recevra toujours 362 € au titre du RMI, plus 183 €, le RMA versé par l'employeur. Au total, 545 €, 3500 francs, l'équivalent d'un SMIC à temps partiel. En contrepartie, l'entreprise qui emploie ces RMistes bénéficiera d'exonération de charges. Selon le gouvernement, c'est le meilleur moyen de réinsérer les RMistes. Aujourd'hui, le système est en semi-échec. Il y a 1 100 000 RMistes, dont un très grand nombre sont au RMI depuis très longtemps et n'ont finalement aujourd'hui pratiquement aucun espoir de retrouver un emploi. Avec ce système-là, on leur offre une porte de sortie vers l'emploi. Grâce à des contrats de travail de 18 mois au maximum, selon la gauche, c'est tout, sauf de la réinsertion. Là, on a un contrat de travail au rabais, sans véritables droits sociaux, notamment pour la retraite, sans salaire payé vraiment par les entreprises. Le gouvernement compte sur les entreprises pour créer 100 000 RMA en 2004 et près de 4 fois plus à long terme. Le RMI, rappelons-le, a été créé il y a 15 ans. On compte aujourd'hui, on l'a entendu, un peu plus d'1 million de bénéficiaires. C'est à eux que nous avons voulu poser la question. Que pensent-ils de ce nouveau dispositif? Nathalie Moisan, Marie Cazot. J'ai la bonne nouvelle de vous annoncer que j'ai trouvé le stage pratique donc en entreprise. Donc pas besoin de moi, vous l'avez trouvé? Tout seul. L'espoir enfin, après 1 an et demi de RMI. Cyril Castelet apprend un nouveau métier. Bientôt, il sera conducteur spécialisé pour des personnes handicapées. Avec ce travail, c'est sa propre estime qu'il retrouve. Je me rends compte comment l'activité, le travail est important pour que j'aille bien, quoi. Il y a encore quelques mois, j'étais, vous vous souvenez, dans l'état dans lequel j'étais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens revivre, j'ai envie de travailler. Pour lui, tous les emplois sont bons à prendre. Il serait prêt à accepter un RMA. Une activité de 20 heures par semaine, aussi courte soit-elle, je pense ne peut être que bénéfique pour retrouver le moral, confiance en soi et se réintégrer tout doucement. Un enthousiasme que ne partagent pas les autres RMistes de cette maison de l'emploi. Lofty Kediri vient d'obtenir son diplôme d'électricien pour faire vivre sa famille. 550 €, c'est trop peu. Transport de personnel. J'ai 4 enfants et pour ça il faut que je trouve de l'argent pour les nourrir. Ça m'intéresse pas le contrat. Il me semblerait que ça me continuerait à m'enfermer dans un cercle de précarité de l'emploi dans lequel je me suis retrouvée malheureusement piégée. On va partir d'ici vers 13h. Dans cette association d'aide aux chômeurs, on est parti en guerre contre le RMA. Patricia Wagner a déjà fait 2 contrats emploi solidarité qui n'ont pas débouché sur un travail à temps complet. Non mais ça va pas, de qui on se moque? Qu'on nous propose à ce moment-là le SMIC, puisque le revenu minimum d'activité, à la rigueur qu'on propose le SMIC. Mais non, pas 500 et quelques euros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est n'importe quoi.
Pour dénoncer le RMA, cette association, avec d'autres, appelle à manifester le 6 décembre prochain. Ces nouvelles grèves dans l'enseignement, cette fois à l'université, grève des étudiants, très limitée encore, mais qui commence à faire tache d'huile. Les syndicats protestent contre l'harmonisation européenne des diplômes et le projet de réforme qui vise à donner plus d'autonomie aux établissements. Après Rennes et Paris 13, la grève a été votée à Nantes, Caen, Grenoble et Saint-Quentin. Éléonore Gay, à Gorka-Sistiaga. Qui est pour ? 750 voix pour la grève et ce campus des Yvelines, qui compte 4000 étudiants, bascule dans la contestation anti-réforme. Leur première crainte, l'harmonisation européenne des diplômes. Un projet qui tient en 3 lettres, LMD. L comme licence à Bac+3, master à Bac+5 et doctorat à Bac+8. 3 niveaux qui remplaceront progressivement le DUG et la maîtrise. En tête de la contestation, l'UNEF demande le retrait du dispositif. On vient créer des universités d'excellence d'un côté et des universités de seconde zone que j'appellerais même presque des universités poubelles. C'est la concurrence, et la concurrence, il y a des gagnants, il y a des perdants. Parti de la faculté de Rennes le 5 novembre dernier, le mouvement dénonce également le projet de loi de modernisation de l'université. Le principe, plus d'autonomie, notamment budgétaire, pour les campus. Les étudiants y voient un risque d'augmentation des droits d'inscription, une privatisation de l'enseignement. Faux, répond le ministère de l'Éducation nationale. Les universités n'auront aucune marge pour fixer les droits d'inscription, ni des critères de sélection spécifiques. Si nous ne réformons pas notre système universitaire, eh bien là, oui, on risque d'avoir toute une série d'universités, ça commence déjà, américaines qui s'installent, en France privées, et nous risquons aussi d'avoir une fuite de nos étudiants. Le mouvement des étudiants se poursuit demain avec un appel à manifester à Paris. Le procès de l'incendie de la maison de retraite de Livry-Gargan, c'était il y a 5 ans. Le feu avait fait 14 morts suite à un court-circuit. On s'était beaucoup interrogé à l'époque sur les procédures d'alerte et d'évacuation. Et bien tout à l'heure, le parquet a requis 2 ans de prison avec sursis contre le directeur de l'établissement. Frédéric Crotta, Nathalie Gallet. 5 ans après le drame, l'émotion est toujours aussi vive pour les enfants des victimes. Mon deuil, je le ferai jamais maintenant. Parce que si vous aviez vu l'état de la maison, et qu'ils n'en ont pas sorti une. Un court-circuit dans un lit électrique médicalisé et c'est l'embrasement. Les pompiers, alertés avec retard par le personnel de l'établissement, sortiront 14 corps, sans vie, intoxiqués ou calcinés. À 53 ans, Éric Fréclin, directeur de la maison de retraite, est le seul dans le box. On lui reproche d'avoir négligé la formation de son personnel au risque d'incendie. Mais il affirme n'en avoir eu ni les pouvoirs, ni les moyens financiers. Je suis fonctionnaire, effectivement, donc je ne peux appliquer les dispositions qui sont prises par la loi que dans la mesure où, effectivement, j'en ai les moyens à la fois financiers et humains. 2 ans de prison avec sursis ont été requis, mais quel que soit le jugement, c'est tout le débat sur l'attention portée aux personnes âgées dans notre société qui est relancé. Un chiffre inquiétant entendu dans ce tribunal, en France, 20% des maisons de retraite ne seraient pas aux normes en matière de sécurité. Jugement le 21 janvier. Image de Saint-Nazaire, 4 jours après l'accident. La passerelle qui menait au Queen Mary 2 a été enlevée par la justice. Elle sera examinée par les experts en laboratoire. La justice à l'œuvre également dans le Var. 4 mois après les incendies de l'été, un homme a été arrêté, mis en examen, écroué aujourd'hui. Surprise, il s'agit d'un employé municipal du village de La Motte qui avait été cerné par les flammes. Le procureur évoque une rancune de chasseurs. Sur place, Nathalie Jourdan. Il habite le village, c'est lui que les gendarmes soupçonnent d'avoir allumé l'incendie à La Motte cet été. Il a été exclu d'un domaine de chasse qui se trouve être au centre de l'incendie. Ça pourrait être une vengeance. Ça peut être une vengeance, mais c'est une des pistes qui devrait être explorée. Une vengeance de chasseurs. Le 28 juillet dernier, l'incendie démarre ici, sur ce domaine viticole, un terrain de chasse prisé. Les flammes ravagent 2800 hectares, elles feront des blessés parmi les pompiers. Au village, on a du mal à croire que l'incendiaire puisse être un enfant du pays. Ça me paraît invraisemblable. Maintenant, on peut être, c'est vrai, on peut s'attendre à tout. Le chasseur lui parle de coups montés, il risque 20 ans de réclusion. Les gendarmes tiennent peut-être ici un coupable, mais ils recherchent toujours les responsables des autres incendies de l'été, ceux qui ont tué 7 personnes, dont 3 pompiers, dans le massif des Morts.
On en vient maintenant à la visite de George Bush en Europe, en Grande-Bretagne précisément. Confronté aux critiques, aux manifestations, le président américain n'a pas varié d'un pouce. Oui, l'usage de la force est parfois nécessaire, a-t-il lancé en évoquant l'Irak, avec au passage une pique pour la France. À Londres, notre correspondant Laurent Boussier avec Dominique Marotel. L'hymne américain joué sur le parvis de Buckingham Palace, George Bush passant en revue la garde royale en compagnie du prince Philippe ou encore le couple présidentiel aux côtés de la reine Elisabeth II, voilà des images que les conseillers presse de la Maison-Blanche aiment voir diffuser le plus possible sur les chaînes de télévision. Des images qui, à un an des élections présidentielles aux États-Unis, doivent rassurer l'opinion publique américaine sur la solidité des liens avec leur seul allié de poids dans la guerre en Irak. L'Irak dont George Bush a bien entendu parler dans son discours sur la sécurité internationale. Nous n'avons pas pénétré au cœur de l'Irak et payé le prix du sang, libéré 25 millions de gens pour se replier devant une bande de voyous et d'assassins. Le président américain a même ironisé en rappelant un peu d'histoire. Quand après la Première Guerre mondiale, les relations franco-américaines étaient déjà tendues. Ça me rappelle quelque chose. Pendant ce temps-là, les militants anti-guerre commençaient leur mobilisation. Chars en carton rose, slogans et gestes hostiles au président américain. Ils étaient plusieurs centaines cet après-midi dans le centre de Londres. Je ne veux pas de Bush dans mon pays, c'est un criminel de guerre. Il y a quelques minutes, quelques-uns se sont même légèrement affrontés à la police qui a dû procéder à 18 arrestations. Il faut dire que les services de sécurité sont sur les dents. Ce matin, le Daily Mirror affirmait, photo à l'appui, qu'un de ses journalistes, Ryan Perry, avait réussi à se faire engager comme valet au Palais Royal où il aurait préparé la chambre du couple Bush. Voici son album photo, la salle du petit déjeuner et le lit présidentiel. Ryan Perry, que l'on voit ici en livrée rouge sur un carrosse, avait simplement omis sur son CV d'inscrire sa profession, journaliste. Ce soir, George Bush dîne avec la reine à Buckingham Palace, où selon le gouvernement britannique, la sécurité a été entièrement révisée. Mais ici, tout le monde pense déjà à la journée de demain, qui avec une manifestation de plus de 100 000 personnes, s'annonce comme le moment fort de la contestation anti-Bush en Grande-Bretagne. Et si les Américains suivent de très près cette visite, une autre affaire fait les titres des médias outre-Atlantique. La chute annoncée d'une star, Michael Jackson, je vous le disais, est l'objet d'un mandat d'arrêt. Son avocat négocie en ce moment les conditions de son interpellation. C'est un garçon de 12 ans qui a porté plainte pour abus sexuels. Nos correspondants là-bas, Pascal Golomer, Tristan Lebras. Le convoi n'a rien du cortège de stars. Ce sont des policiers, une cinquantaine au total, qui entrent dans l'immense propriété de Michael Jackson. La perquisition durera près de 15 heures. Une perquisition déclenchée à la suite d'une plainte pour abus sexuels sur un garçon de 12 ans. On sait que Michael Jackson accueille de nombreux enfants chez lui. Il a construit pour eux un véritable parc d'attractions. Il était absent hier, mais la police a lancé un mandat d'arrêt contre lui. Il serait à Las Vegas pour le tournage d'une vidéo. Ses avocats négocieraient actuellement son arrestation. Ils ont déjà répondu aux accusations. Ce n'est qu'une reprise des accusations passées. On ne connaît pas les circonstances ni la validité de ces allégations, mais nous sommes déjà très méfiants. Depuis ce matin, les médias américains enchaînent les directs et les invités pour suivre heure par heure le nouveau scandale Michael Jackson. Rappelez aussi ceux qui avaient éclaté par le passé. La police n'a donné pour l'instant aucun détail sur la nouvelle affaire. Le porte-parole du chanteur, lui, a simplement précisé que ce n'est sûrement pas un hasard si l'affaire éclate le jour même où un nouvel album sort dans les magasins. Avec une seule nouvelle chanson, son titre, Encore une dernière chance. Dernière minute, Michael Jackson est sous le coup de plusieurs chefs d'inculpation liés à un abus sexuel sur mineurs. C'est ce que précise la police de Santa Barbara, qui indique que ces chefs d'inculpation pourraient lui valoir jusqu'à 8 ans de prison. Alors ça n'est pas la première alerte pour la star. Il y a quelques années déjà, Michael Jackson avait été mis en cause. Il avait choisi de négocier. Il est donc à nouveau rattrapé par le scandale. Anne Poncinet. Il a commencé sa carrière à l'âge de 4 ans et vendu depuis plus de 100 millions de disques. Jusqu'en 93, Michael Jackson était d'abord connu comme phénomène musical. Un surdoué capable d'aligner 7 tubes dans le seul disque Thriller en 82. En août 93, un père l'accuse d'attouchement sexuel sur son fils. Michael Jackson interrompt une tournée internationale et doit se justifier à la télévision depuis son ranch.
J'ai été récemment l'objet d'accusations dégoûtantes. On me reproche d'avoir eu une conduite déplacée. Ces allégations sont totalement fausses. L'affaire se réglera à l'amiable, une transaction de plusieurs millions de dollars. Les apparitions de Michael Jackson se font de plus en plus rares. Son visage lui-même, modifié par la chirurgie esthétique, devient un sujet de polémique. Il défraye encore la chronique lorsqu'il épouse la fille d'Elvis Presley en 1994. D'un second mariage, il a 2 enfants. Puis, nouvelle originalité et nouveau scandale, il en conçoit un 3e avec une mère porteuse. C'est ce petit dernier qu'il présente à ses fans à Berlin il y a 1 an. Là encore, le geste maladroit et quelque peu dangereux choque. Enfin, en février dernier, dans un long documentaire d'une chaîne britannique, il déclare qu'il n'y a aucun mal à dormir avec des enfants. À 45 ans, l'homme est désormais presque plus connu pour ses frasques que pour ses disques. Les 2 derniers ne se sont pas très bien vendus. À l'étranger encore, d'abord ce nouveau symbole de la réconciliation en cours entre les États-Unis et le Vietnam. C'est un immense tabou qui est tombé avec l'arrivée dans le port de Ho Chi Minh Ville, ex-Saigon, d'une frégate américaine. Les drapeaux des 2 pays flottaient dans la ville. Rappelons que les derniers soldats américains avaient quitté la capitale en avril 1975, évacués en catastrophe par hélicoptère. C'était l'une des images symboles du bourbier de la guerre du Vietnam pour les États-Unis. Au Proche-Orient, une action terroriste contre Israël qui vise directement le tourisme. Un homme armé de nationalité jordanienne a ouvert le feu près d'Eilat avant d'être abattu. 5 touristes originaires d'Amérique du Sud ont été blessés, dont une femme très grièvement. Eilat, rappelons-le, est une station balnéaire très fréquentée. Le gouvernement jordanien a immédiatement exprimé ses regrets. Pas de revendication pour l'instant. En France, la politique, et d'abord cette mise au point de l'Élysée. Non, Jacques Chirac ne porte pas de prothèse auditive, mais il a bien essayé l'un de ses appareils et la tentative n'a pas été concluante. Depuis quelques jours, et dans les cercles autorisés, comme on dit, les problèmes d'audition du chef de l'État étaient évoqués et l'information a finalement donné lieu à un cafouillage au sein même du gouvernement aujourd'hui. Arnaud Boutet, Véronique Saint-Olive. Ça vous fait quel âge maintenant? Certes, la musique ne facilite pas l'audition. Mais à bientôt 71 ans, Jacques Chirac doit parfois faire répéter la question. Comment? Il a ce livre à vous remettre. Depuis quelques jours, l'oreille du président défraie la chronique. Même la pub s'en inspire. Ce fabricant de prothèses auditives n'a pas comme client le président, mais le dessin dévoile les petits secrets de la profession. Il paraît que le président est appareillé. Quoi? Le président est un ancien yéyé? Alors Jacques Chirac porte-t-il un appareil? À 8 h ce matin, c'est oui. Est-ce que vous confirmez, Roselyne Bachelot, que le président de la République, que vous verrez tout à l'heure, a un appareil auditif? Il me semble que oui. Eh bien, c'est une excellente réponse. C'était Roselyne Bachelot. Madame Bachelot, confirmez que le président porte un sonotone. Quelques heures plus tard, le visage fermé, la ministre évite soigneusement le sujet. Ses collègues ne cachent pas leur embarras. Avez-vous remarqué que le président était effectivement appareillé? Non, c'est pas. L'affaire du président, ça ne me regarde pas et je ne me permettrai pas de faire d'observation désobligeante sur. À 12h40, le oui de Roselyne Bachelot devient un non officiel. Donc ça n'a vraiment pas été évoqué en Conseil des ministres. Enfin, cela dit, il n'en porte évidemment pas. Début de soirée, 3e réponse en forme de ni oui ni non. Selon son entourage, le président n'est pas appareillé. Et s'il a testé un appareil un jour pour son confort, visiblement, cela n'a pas été concluant. Bref, si Jacques Chirac penche souvent la tête, il entend et il sait aussi se faire entendre. Le gouvernement qui, par ailleurs, resserre les rangs, arrivée très remarquée de Jean-Pierre Raffarin et Nicolas Sarkozy ensemble hier soir au nouveau siège de campagne de Jean-François Copé, chef de file de l'UMP pour les régionales en Île-de-France. Une image destinée à montrer la bonne entente des 2 hommes, ou en tout cas leur réconciliation après une brouille liée notamment à la gestion du conflit des buralistes. Inauguration de notre quartier général avec, à mes côtés, il ne m'écoute absolument pas. C'est pas grave. Non, mais allez-y. Non, mais allez-y. Voilà, Nicolas Sarkozy sera, vous le savez, l'invité demain du grand rendez-vous politique de France 2, 100 minutes pour convaincre, animé par Olivier Mazerolle, une prestation très attendue. Le numéro 2 du gouvernement reste de loin le ministre le plus populaire, mais son bilan est de plus en plus passé au crible. Nouvelle loi, nouveaux délits, parmi ceux-ci, les occupations de halls d'immeubles considérées comme des entraves à la libre circulation. Alors, menaces pour les libertés ou rétablissement de l'ordre. Voici un exemple très concret, près de Maubeuge, où 10 jeunes gens ont été mis
mise en examen vendredi dernier. Enquête Maryse Burgot, Chloé Lecomte. Madame le maire n'est pas une habituée de ce quartier difficile de Louvroil, mais devant le ras-le-bol des habitants, il a bien fallu qu'elle se mêle de leurs histoires. Une affaire de hall d'entrée qui empoisonne la vie des résidents. Un hall quasiment squatté en permanence par des jeunes qui se sont littéralement appropriés les lieux. Et ils ont barbouillé, ils ont tout barbouillé pour qu'on les voit pas. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Hein. Normalement, ils s'arrangent aussi pour être dans le noir. Et donc, ils ont juste fait un trou brûlé pour pouvoir regarder qui arrive, pour préparer les doses. Enfin... Des jeunes que nous n'avons aucun mal à retrouver cet après-midi devant ce fameux hall d'entrée. Mercredi dernier, certains d'entre eux ont pourtant été arrêtés pour délit d'entrave à la libre circulation des résidents. Placés en garde à vue, puis relâchés en attendant leur mise en examen, ils sont de retour dans leur fief. Tout ça, c'était des boîtes à lettres. Et les flics les ont retirés parce qu'ils disaient qu'on cachait de la drogue dedans. Mais bon, j'ai jamais vu de drogue cachée. Mais ça reste à prouver, hein. Ça reste à prouver comme ils disent. Ouais. Et voilà, c'est notre centre social ici. Voilà notre centre social où il est. Du matin au soir, on est là, on joue au baby ici, flipper. C'est vrai que c'est pas pratique pour les voisins. Des voisins, des mères de famille tellement exaspérées qu'elles ont osé enfin briser la loi du silence. On les traite aujourd'hui de balance et on les menace de mort parce qu'elles ont témoigné devant la police. Mais malgré ce contexte désespérant, derrière les portes des appartements, on sent encore une véritable combativité. D'accord, très bien. On a eu du mal à parler au début. Hein. On acceptait. On rentrait, on voyait, on ne disait rien. Bon, on se disait, c'est ça ou, comme je vous dis, se faire insulter. Mais après, vous en avez ras-le-bol. C'est un ras-le-bol qui nous a fait bouger. Hein. Et tant pis si on vous insulte. Oh non, mais ça passera, ça passera. À force, ils se calmeront. Hein. Depuis les opérations de police, les insultes pleuvent sur celles qui ont osé parler. C'est ça. C'est des balances tout ça. Pas de balance. Il est là, chef du réseau, il est là. Qu'est-ce que vous lui dites là, madame? Balance. Pourquoi vous la parce qu'elle nous a balancé, madame. Ils viennent de vous insulter là. Bah oui, mais qu'est-ce que je veux dire? Moi je peux pas parce que je suis seule avec 2 enfants, moi je peux pas. Je sais pas qu'on vient me défoncer ma porte. Moi je balance personne. Tu vas vers le... C'est marqué Pascal, enculé. Non, c'est à l'intérieur. Je peux pas concevoir de partir comme je le dis sur un coup de colère, je le dis, mais où voulez-vous que j'aille à mon âge? Je serai obligée de finir ma vie ici. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, les habitants de cette cité vont rester. La récente opération de police semble avoir pour l'instant peu d'effet, mais il faut sans doute l'analyser sur la durée. Lorsqu'on arrête ce type d'occupation, on stoppe également toute une délinquance surtout, une délinquance violente, une délinquance le petit trafic d'économie souterraine. Ces immeubles sont aujourd'hui en cours de rénovation. Un coup de peinture qui évidemment ne réglera pas cette profonde discorde entre les habitants et les jeunes. Et pour l'instant, il n'y a pas de bilan chiffré de cette loi sur l'occupation des halls d'immeubles, mais on sait qu'elle est peu appliquée et avec des résultats inégaux. Exemple, dans le département de Seine-Saint-Denis, en 8 mois, 8 affaires ont été traitées. Bilan 4 condamnations et 4 non-lieux. En bref, cette fois dans les Yvelines, un policier a été sérieusement blessé à la nuque et à la tête par des projectiles alors qu'il attendait dans sa voiture de service le retour de ses collègues. Une dizaine de personnes seraient à l'origine de cette agression. Les jours du fonctionnaire de police ne sont toutefois pas en danger. Et après la police, la justice. On compte maintenant 33 juges de proximité en activité. Il s'agit, vous le savez sans doute, d'anciens avocats, magistrats en retraite ou autres professionnels du domaine juridique qui ont décidé de changer de voie. Objectif, soulager les tribunaux pour les petits délits. L'une de nos équipes a pu pour la première fois suivre l'un de ces nouveaux juges, entre guillemets, à Saint-Quentin dans l'Aisne. Reportage Agnès Garde et Mathieu Biardel. Ce qui a été relevé, c'est quand même important. C'était 161, on a retenu que 152, mais c'était 161 les vitesses relevées, au lieu de 130. Oui, la vitesse relevée, effectivement. Le ton n'est pas tout à fait celui d'un juge ordinaire. Une autoroute à 130, si on roule à 140, 150,
Et 160, c'est qu'on appuie quand même. Hein. Ah mais c'est vrai. Hein, Alors, le tribunal Et pourtant, la sanction tombe aussitôt. 300 € d'amende et la suspension du permis pendant 15 jours. Le juge de proximité serait-il plus sévère? Peut-être. En tout cas, pour les avocats d'ici, il semble plus proche des gens. Les juges normaux rendent de très bonnes décisions, ils ont aussi une bonne vision des choses. Mais le juge de proximité, pour justiciable, c'est quelqu'un un peu comme eux. Une bagarre dans le café du commerce, place du village à Hargicourt. Violence légère, menu larcin, excès de vitesse, des histoires tristement banales. Vous dites, vous, que c'est pas un coup de poing, c'est une claque. Pas un coup de poing, c'est une claque. Mais c'est une claque quand même. Bah, une claque, elle avait la tête à 10 cm du pare-brise. Vous avez vu la dimension de vos mains. Ah oui, ça. Nous venons aujourd'hui tergiverser sur le fait que il ne s'agit pas d'un coup de poing mais d'une claque, une petite claque, une grande claque. Sachez quand même, monsieur, que ce genre de fait est passible de 750 € d'amende. En conséquence, le tribunal, après en avoir délibéré, vous condamne à une amende de 150 € et vous condamne à payer à la partie civile 150 € de dommages-intérêts. Vous pouvez disposer. Affaire suivante, c'est la vie de tous les jours, malheureusement. La justice a du temps à consacrer à ça? C'est un peu ce qui est recherché dans le juge de proximité, qui était l'ancien juge de paix. C'est que comme il n'a qu'un contentieux quand même assez limité, il a le temps de... C'est pas une justice de chiffres, si vous voulez, on a le temps d'écouter les gens et de prendre une décision. À 71 ans, Alain Blanchot se retrouve dans la peau d'un jeune premier, car ces juges de proximité devront faire leurs preuves aux côtés des magistrats professionnels. La sécurité routière était évoquée il y a un instant, on l'a entendu. Eh bien, les nouveaux radars automatiques installés il y a quelques jours ont décidément des ratés. Un couple de retraités qui n'a pas quitté la Bretagne depuis des années a reçu une amende pour un excès de vitesse commis en région parisienne. Amaury Guibert, Gonawel Leguil. Claude Bedel n'utilise sa voiture que pour de petits trajets, jamais très loin de son domicile de Cesson-Sévigné en Bretagne. Alors avec sa femme Monique, il n'a pas compris le PV qu'il a reçu il y a 10 jours. Je dis mais mon Dieu, mais c'est une contravention. Et puis après quand j'ai vu, enfin c'est mon mari encore qui a regardé, il m'a dit mais en plus c'est à Courcouronnes dans l'Essonne. Ouais. Oh, vous tombez de haut quand même. Hein. Vous y êtes jamais allé? Non, jamais. On n'a pas mis les pieds à Paris depuis... dans les années 70. 70, et par le train encore plus. Ah oui, et c'était pas le TGV, hein, non. À l'époque. A priori, c'est une voiture avec de fausses plaques qui a été flashée près de Paris. Les époux Bedel ont immédiatement contesté, témoin à l'appui. Et une nouvelle fois, les radars automatiques sont pris en défaut. Mais si l'on veut contester un PV, il faut d'abord payer, une situation que dénonce cet avocat spécialiste du droit routier. Pour accéder au tribunal, il faut, payer, ce qui est quand même formidable, il faut payer pour venir devant son juge. Le montant de l'amende encourue, ce n'est pas une somme symbolique, ce n'est pas 1 € ou 10 €, c'est le montant de l'amende encourue. Et en plus, si vous contestez, vous avez le risque de vous voir infliger une peine de suspension de permis de conduire jusqu'à 3 ans. Est-ce que ce n'est pas dissuasif ? Quoi qu'il en soit, sur son bureau, les contestations s'accumulent. Alors l'avocat a décidé d'attaquer l'État français devant la Cour européenne de justice. La lutte contre l'antisémitisme, on en parle beaucoup depuis le début de la semaine. Dans les Hautes-Alpes, les habitants d'un village s'opposent à la construction d'un centre de loisirs par une association juive. Des arguments de nature écologique sont avancés, mais la LICRA a décidé de porter plainte. Sur place, Yannick Aroussi, Benoît Jourdain. Le village vacances irait de la pointe de la carrière de Laser jusqu'au pylône que vous voyez ici. C'est un énorme projet. 1500 lits, un centre de vacances de luxe destiné, selon ses promoteurs, à une clientèle de confession israélite. Dans les petits villages alentours, les opposants ont créé une association. Ils ne veulent pas de ce qu'ils appellent une ville à la campagne, étalée sur les 60 hectares d'une exploitation agricole. Leur farouche détermination prend la forme d'un tract, mais il est plutôt maladroit, parle de ghetto, et il se voit du coup accusé d'antisémitisme. Il n'y avait absolument pas de côté antisémite dans cette affaire. Ce sont des communes qui sont essentiellement agricoles et c'est là le gros problème s'il va arriver quelque chose d'énorme. Ça aurait été une autre confession ou un truc complètement religieux, c'était exactement la même réaction.
Mais ce discours ne convainc pas la communauté juive. Elle se sent blessée lorsque les auteurs du tract insinuent que la nourriture cachère exclura tous les produits locaux ou alors qu'il faudra parler hébreu pour travailler dans le centre. Il faut y faire attention. Je ne veux pas faire dramatiser un tract outre mesure, mais je crois que dans l'état actuel où on se dit inquiet dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, chaque mot a son importance, chaque idée a son importance. La communauté de communes de l'Aragne donnera ou non son aval au projet de centre de vacances lundi. En attendant, la LICRA a saisi le parquet de Gap et pourrait porter plainte pour propos racistes. Le congrès des maires de France, il s'est ouvert hier à Paris. Des maires qui n'ont pas vraiment le moral. Ils estiment par exemple qu'ils sont les parents pauvres de la dernière vague de décentralisation. Les nouvelles compétences sont rares pour les municipalités et quand elles existent, elles ne sont pas financées. Autrement dit, les impôts locaux devraient fatalement augmenter. Hélène Hugues-Régis-Maté. J'ai 3 contraventions la semaine dernière. Il paraît que c'est vous qui avez dit de donner des contraventions. C'est pas moi, c'est la loi. Comment là, dans la cabane, là, le plafond, il le laisse comme ça. Les fuites et le chauffage que vous avez, ça fait 3 ans qu'on en parle. Connu dans sa ville, facile d'accès, le maire est l'élu de proximité par excellence. Celui à qui l'on peut tout demander, mais aussi tout reprocher. C'est le pays au monde où on paye le plus d'impôts. C'est pas le maire qui est responsable de tout ça. Il participe peut-être, mais il n'est pas responsable de la majorité. Et pourtant, c'est encore lui qui pourrait faire les frais de la nouvelle loi de décentralisation. C'est en tout cas ce que redoute le maire de Sceaux avec les nouveaux pouvoirs donnés aux régions et aux départements et qu'ils vont devoir financer. Si les départements et les régions sont amenés à augmenter leurs propres impôts, ça se retrouvera sur la feuille, et vous savez, la feuille est commune. C'est la même feuille pour la commune, le département et la région. Et donc par conséquent, c'est toujours le maire qu'on vient voir si les impôts locaux augmentent. Alors même que les communes sont les grandes oubliées de la future décentralisation. Pour elles, essentiellement une compétence nouvelle, le logement étudiant, mais qui risque de coûter cher à une ville comme Sceaux qui compte 8000 étudiants. Nous sommes preneurs de cette compétence, reste à savoir avec quels moyens on pourra l'exercer, et notamment quels sont les moyens de financement. D'autant que le département et la région, occupés à financer leurs nouvelles compétences, pourraient se montrer beaucoup moins généreux à l'avenir avec la commune. Les sciences, le Centre national d'études spatiales, le CNES, a décidé de faire le ménage. Il y aurait près de 9000 débris spatiaux aux abords immédiats de la Terre. Premier ordre donné aujourd'hui, dérouter le satellite européen Spot 1 pour qu'il se désintègre dans l'atmosphère. Nicolas Châteauneuf, Muriel Lassaga. Cette image a été prise il y a 18 ans, 2 jours exactement après la mise en orbite du satellite Spot 1. Les dunes de Merzouga au Maroc, les fleuves de Madagascar, ou encore les glaces de l'Antarctique. Depuis, Spot nous a inondés d'images. En tout, 2 700 000 photos de la Terre. Lancé par la dernière fusée Ariane 1, le premier Spot dispose d'une précision maximale de 10 mètres, exceptionnelle pour l'époque. Il est le pionnier d'une longue série qui se poursuit aujourd'hui avec Spot 5. Mais voilà, au bout de 18 ans, la mécanique fatigue. À Toulouse, les ingénieurs ont donc décidé d'utiliser les quelques grammes de carburant restants pour lui faire quitter l'orbite terrestre. Si on avait laissé Spot à 800 km, c'est qu'il serait resté environ plus de 200 ans en orbite. Et le satellite, petit à petit, se serait décomposé en morceaux beaucoup plus petits. Et le fait d'avoir des tas de débris, ces débris ensuite se dispersent naturellement, ils dispersent, et c'est beaucoup plus difficile de s'en protéger. Au-dessus de nos têtes, des milliers de débris spatiaux encombrent le voisinage de la Terre. Pour éviter d'y apporter sa contribution, Spot 1 va donc perdre progressivement de l'altitude. Dans 15 ans, le satellite tirera définitivement sa révérence en se désintégrant dans l'atmosphère. Une question récurrente en France maintenant, où les psys sont à la mode. Faut-il encadrer la pratique? Un amendement adopté récemment vise à lutter contre les abus et les imposteurs. Jusque-là, pour devenir psychothérapeute, il suffisait d'ouvrir un cabinet. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Laetitia Fouque, Catherine Juste. Les dégâts d'une psychothérapie ratée, Annick Dillenseger les connaît bien. Il y a 3 ans, son mari traverse une crise de la quarantaine. Il rencontre des difficultés professionnelles. De fil en aiguille, il atterrit chez une psychothérapeute. Très vite, c'est la rupture. Il a dit, grâce à ma psychothérapie et aux gens qui me veulent du bien, j'ai découvert ma vérité intérieure. Je suis mon Messie, mon Sauveur. J'ai découvert que je ne t'avais jamais aimé et qu'il fallait que je parte pour tomber amoureux. Il me disait aussi, moi qui suis un scientifique, donne-moi des preuves que je suis manipulée.
Aujourd'hui, Annick Dillenseger dénonce cette manipulation mentale, celle qui lui aurait volé son mari, celle qui lui aurait fait faire l'impensable autrefois, comme payer plusieurs consultations d'avance. Sa psychothérapeute, lors de la deuxième séance, lui a dit carrément de faire chambre à part pour savoir qui il voulait dans son lit. Et elle s'est permis de juger notre relation conjugale qui était toxique, disait-elle, et elle l'a envoyé pour son bien-être et son ouverture aux autres faire une cure sonique où pendant 2 heures il avait un casque sur les oreilles, des sons lui étaient balancés sur ses tympans, il faisait de la pâte à modeler. En France, on compte 40 000 psychologues formés par l'université, 13 200 psychiatres, des médecins, environ 5 000 psychanalystes et dans les pages jaunes, 5 700 personnes répondent au titre de psychothérapeute. Des psychanalystes et psychothérapeutes qui n'ont aucune formation officielle. Je connais l'exemple, par exemple, d'un boucher qui a mis la clé sous la porte et qui, du jour au lendemain, s'est déclaré psychothérapeute. N'importe qui peut s'installer comme psychothérapeute et, à partir de ce moment-là, nous pouvons avoir affaire, et nous avons trop souvent, hélas, affaire, à des gens abusifs, déviants, délirants, pervers, et qui sont avant tout préoccupés d'argent. Donner un cadre légal strict à cette activité, c'est le but de l'amendement Accoyer. C'est un droit élémentaire de savoir si derrière une étiquette, il y a quelqu'un qui a un minimum de connaissances, un minimum de formation et qui présente un minimum de garantie. Mais les psychothérapeutes préfèrent s'autoréglementer. Plusieurs écoles non reconnues existent en France. Dans cette pièce, ils sont une trentaine d'étudiants. Tous ont déjà un métier. Ma personnalité peut m'amener à faire autre chose que de la statistique agricole et c'est vraiment ça. Je pense que j'ai autre chose au fond de moi. 50 formations par intermittence, coût total près de 25 000 €, plus de 160 000 francs. Pour ces thérapeutes, l'université n'est pas obligatoire. Je ne vois pas pourquoi vous prendriez quelqu'un et lui diriez du jour au lendemain, pour être psychothérapeute, il faut que tu deviennes psychologue ou psychiatre. Parmi les psychothérapeutes formés en dehors de l'université, 80% ne sont même pas passés par ce type d'école. Un rendez-vous, un rituel en ce milieu du mois de novembre. Le Beaujolais nouveau va arriver. Ce sera ce soir à minuit. On parle d'un bon cru grâce à la canicule. Il faut savoir que le Beaujolais se taille la part du lion dans les ventes de primeurs. 75% des ventes devant les Côtes-du-Rhône, primeurs 12%, les Touraines et les Muscadets. Envoyés spéciaux dans le Beaujolais, Benoît Guédret, Thierry Monnier. Ces professionnels sont des privilégiés. Bien avant l'heure, dans le cadre d'un concours, ils goûtent le Beaujolais nouveau. Ce sont des viticulteurs, des courtiers. Tous travaillent pour le premier négociant français Georges Duboeuf. Cette année, le vin primeur détonne. Rien à voir avec les millésimes précédents. Ce sont des vins plus charnus, qui sont pleins de soleil. Beaucoup de rondeur en bouche, beaucoup de gras, plus gras que l'an dernier. C'est pas les mêmes vins. Disons que ça tire un peu du garde. C'est un bon garde primeur. C'est un vin qui va aller loin dans le temps. Ça. Un cru inédit, conséquence d'un printemps de gel et d'un été de canicule. Si la qualité est à la hausse, les volumes sont à la baisse. Le millésime 2003 sera donc plus cher, car davantage payé aux vignerons. On a eu une hausse de 30% à la propriété, à la production, et qui va se répercuter aux consommateurs par une hausse qui se situera entre 7 et 12% selon les réseaux de distribution. Pour une bouteille, il faut donc compter entre 4 et 6 €. Voilà qui pourrait limiter les ventes, du moins en France, car à l'étranger, le Beaujolais nouveau poursuit sa percée. D'où la construction chez Duboeuf de ces gigantesques cuves. Conditionné, le vin primeur est expédié à l'étranger à partir de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. En quelques jours, 17 avions ont été affrétés avec une destination principale, le Japon. C'est une opération qui se prépare de longue date, depuis plusieurs mois. C'est une opération prestigieuse, parce que le Beaujolais est vraiment, sur le Japon, un produit de luxe. Les Japonais qui à cette heure ont déjà débouché les bouteilles, le décalage horaire leur donne en effet ce privilège. À la vôtre, les sports, la Coupe du Monde de rugby, France, Nouvelle-Zélande, une belle affiche, ça aurait pu être la finale, ce ne sera que la petite finale pour la médaille de bronze. Et côté français, on a du mal à se motiver. À quelques heures du match, avec le 15 de France, envoyés spéciaux, Christophe Duchiron, Jean-François Renaud. Aujourd'hui à midi, les Bleus ont mangé du gâteau et soufflé des bougies. Avec un peu de retard, il fêtait l'anniversaire de David Oradou, surnommé Bibi. Deuxième ligne demain face aux All Blacks.
Il nous reste un très gros match à faire demain et je pense qu'on se doit de faire un gros match pour sortir par un grand port. Voilà. À l'entraînement, personne ne rigolait parce que demain, il y a une 3e place à gagner et aussi parce que Bernard Laporte n'aime pas rire à l'entraînement. Donc encore une fois, on va se concentrer sur l'essentiel. D'accord, quand on n'a pas le ballon, pas de faille. Quand on n'a pas le ballon, pas de faille. Et quand on l'a chez nous, dans des conditions où on est sous pression, pareil, pas de faille. On ne s'affole pas. Bonne mêlée. Ils nous l'ont tourné, ils nous ont baisé. Derrière, on a une solution de secours, il y a un centre qui vient, boum, et on repart, tranquillement, tranquillement. Le match de demain ou la petite finale des grands battus entre les Néo-Zélandais dominés samedi dernier par les Australiens et des Français remplaçants et revanchards. Les 15 joueurs auront à cœur de prouver encore une fois qu'on pouvait compter sur eux pendant cette compétition. Et puis qu'on aura tous envie de bien finir face aux All Blacks parce que si on connaissait une nouvelle désillusion, la fin du voyage pourrait nous paraître très longue. Pour les Bleus, la journée a moins bien fini qu'elle n'avait commencé, surtout pour Serge Betsen, cité pour un mauvais geste qu'il n'a pas commis de manière intentionnelle sur l'Anglais Dawson. Il a été condamné ce soir à Sydney à 6 semaines de suspension. Pour lui, le voyage du retour sera forcément un peu plus long. France-Nouvelle-Zélande, ce sera à suivre sur France 2 demain à 10h. Et puis du football et une très mauvaise soirée pour ceux qu'on appelle les Bleuets. L'équipe de France Espoir qui a perdu hier face au Portugal au tir au but. Pas d'Euro 2004, pas de Jeux Olympiques non plus. Et des joueurs portugais déchaînés après leur victoire, vous le voyez. Et ils ont saccagé les vestiaires, table en morceaux, nourriture étalée sur les murs, plafond arraché. On ne sait pas très bien pourquoi le match a été très tendu, il est vrai. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite la météo. Patrice Drevet, 21h, un nouvel épisode de Madame la Proviseure sur le thème de l'esclavage moderne avec Charlotte de Turckheim. Dernier journal 1h, Jean-Claude Renaud. 1h30, démo de minuit, Philippe Lefebvre. Dès 6h30, Télématin. Dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra le secrétaire d'État à la lutte contre la précarité, Dominique Versini. On se quitte sur ces images du plus gros saphir du monde. Il sera vendu aux enchères en Suisse en même temps que le plus gros diamant que vous avez vu la semaine dernière. 470 carats, la pierre a appartenu à la reine de Roumanie. Estimation plus d'1 million d'euros. À demain.